deuxième activité du CERF de l'année. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, le CERF, Centre d'études francophones, est un espace institutionnel du Lenguas qui cherche à diffuser, faire découvrir les francophonies, les langues, cultures, littérature francophone au-delà de la France métropolitaine. Donc, cette deuxième rencontre est focalisée sur Marie Scondé, itinéraire par texte et prise de parole. Et nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Vanessa Masonida Rocha, qui vient du Brésil. Je vais la présenter. Donc, Vanessa est professeure de littérature francophone à la licence en lettres et à la maîtrise en études de littérature à l'Institut de lettres de l'Universidade Federal Fluminense di Rio de Janeiro. Elle est l'idéalisatrice du Sommet international de littérature caribéenne dans sa 3e édition. Ses recherches académiques privilégient le domaine de la francophonie, notamment l'étude des œuvres francophones des Caraïbes, et valorise également les interfaces entre la littérature antillaise, la littérature afro-brésilienne contemporaine et les productions postcoloniales. Il est auteur de nombreux articles et chapitres sur la littérature caribéenne francophone et de quelques livres. En 2023, il a rédigé la postface de la retraduction brésilienne de Pluie et vent sur Télu Miracle par édition, c'est ça, Carambaya. Voilà. Donc merci. Merci. Merci à vous. Bonsoir. Merci pour votre présentation. Merci pour votre présence. Je suis très contente d'être là. Je remercie Madeleine Arnoux. C'est une collègue à moi qui m'a invitée. Je remercie toutes les collègues du Centre des études francophones, Salomé Landiba, Julia Fousset, Madeleine Arnoux, Victoria Pozzo. Merci. Merci aussi au Centre de la francophonie des Amériques. C'est le centre qui a rendu possible mon déplacement, qui a financé mon déplacement. Donc merci. Merci à vous. En fait, il a eu déjà une longue présentation. Alors je suis prof à l'université où j'ai étudié. C'est une université pionnière au Brésil dans les études francophones, ça veut dire les études du français au-delà de la France métropolitaine. Ça veut dire qu'on a des cours obligatoires pendant la licence concernant le Maghreb, la Caraïbe et le Québec, ce qui est vraiment différent et pionnier au Brésil. Donc j'ai eu cette formation. Et aujourd'hui, je développe une recherche autour de la Caraïbe. J'aime beaucoup les écrivains de la Caraïbe. Et aujourd'hui, je parle de Marie Scondé, mais j'ai une étude assez répandue sur Simone Schwarzbach, par exemple. Et j'ai eu déjà l'opportunité d'interviewer Raphaël Confien, Patrick Chamazo, Joseph Pinot. Disons que je suis quelqu'un qui essaie de diffuser ses écrivains. Il écrit beaucoup, j'ai des livres, j'organise des événements. Ah, je suis contente parce qu'il y a des gens qui arrivent, c'est bien, ça fait plaisir. Hein? Merci. Voilà, donc c'est un peu de mon trajet, de ma formation. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Marie Scondé comme en hommage. J'imagine que vous êtes au courant, elle est décédée récemment, donc c'est une manière de lui rendre hommage, aussi parler de ce qu'elle a fait. Je pense que la meilleure manière de parler des écrivains que nous aimons, c'est vraiment les lire et diffuser ce qu'on lit. C'est le seul chemin, je pense. C'est le meilleur hommage possible. Voilà, donc mon intervention aujourd'hui s'appelle Marie Scondé, itinéraire littéraire, paratexte et prise de parole. Et alors je commence par une présentation. Je voudrais juste savoir qui dans la salle a déjà entendu parler de Marie Scondé. Voilà, c'est bon. Donc Marie Scondé est une écrivaine guadeloupéenne. Donc elle est née dans un archipel de la mer des Caraïbes qui s'appelle la Guadeloupe. De mère et père guadeloupéens, mais qui étaient passionnés par la France.
Donc elle a eu, disons, une éducation très française. Elle a étudié en France, elle a étudié à Paris. Et elle était empêchée par ses parents de parler les créoles à la maison. Donc elle avait toute une éducation tournée vers la France. Elle a pris longtemps pour comprendre, par exemple, qu'elle était noire. Parce que puisqu'elle étudiait à Paris, puisqu'elle avait de l'argent, puisque tout ça, donc elle se voyait comme une Parisienne. Donc tout a été très difficile dans sa vie personnelle parce qu'elle a eu cette éducation qui elle-même a appelée d'aliénante, n'est-ce pas, dans le cœur il y a pleuré. Donc voilà, c'est cette femme. Elle débute dans la littérature très tard, elle commence à écrire, elle commence à publier à l'âge de 38 ans. Donc, c'est pas ce qu'on imagine, quelqu'un de 18 ans qui découvrait les mondes, c'est pas ce qu'elle a fait. Donc, elle commence tardivement, à 38 ans, elle commence par une pièce de théâtre. Dieu nous l'a donné, c'est une pièce de 1972. Et après, elle passe au roman. Son premier roman, elle l'a écrit quand elle avait 42 ans. Ça veut dire qu'elle commence tard, mais elle va écrire énormément pendant plus de 40 ans. Parce qu'elle commence en 1972 et elle termine, disons, son dernier livre publié est de 23. Alors, ici en résumé, elle a 18 romans, 4 récits, 8 pièces de théâtre et 9 textes de littérature jeunesse, une vingtaine d'essais. Et pourquoi elle a beaucoup d'essais? Parce qu'elle était professeure universitaire, donc elle a fait 2 essais comme enseignante. Donc elle a des essais sur la négritude, sur quelques écrivains de la Caraïbe. Elle a un essai très célèbre qui s'appelle La parole de femme, où elle va étudier l'importance des femmes de lettres caribéennes, notamment Simone Schwartzbart, Fabienne Égard, Suzanne Lancastre. Donc elle a fait une révolution quand elle a publié par exemple cet essai. Donc c'est les côtés professeurs parce qu'elle a été professeure des traductions. Je pense que vous êtes ici dans l'école des traductions. Marie Scondé, elle a été prof dans une école de traduction. Elle a enseigné au Ghana, elle a enseigné dans d'autres pays africains, elle a enseigné notamment aux États-Unis, à l'université. N'est-ce pas? Donc, elle a 23 prix, parmi lesquels le prix de la Nouvelle Académie, les Nobel alternatifs de 2018, et officier de la Légion d'honneur. Donc, elle a beaucoup de prix par beaucoup d'ouvrages. Donc, c'est une femme très renommée. C'est la femme, la écrivaine caribéenne la plus renommée, n'est-ce pas? Elle a beaucoup plus de prix, par exemple, que Simone Schwartzbart, que d'autres écrivains, ou de la Guadeloupe, ou de la Martinique, qui c'est l'île voisine. Donc, c'est vraiment, on est face à une femme gigantesque qui a fait révolution, qui est un modèle pour d'autres femmes et même pour les écrivains. On ne peut pas parler de littérature francophone, caribéenne, sans parler de Marie Scondé. Elle est vraiment devenue ce symbole, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous connaissez un concept de la Caraïbe, c'est les poteaux-mitons. Les poteaux-mitons, c'est les poteaux qu'on place et qui va soutenir les toits de la maison. C'est un peu cette métaphore de ces soutiens. Donc, c'est une femme potomitan, elle soutient, disons, la littérature caribéenne parce qu'elle est de cette ampleur, non seulement en termes de quantité d'ouvrages, comme en quantité de prix, comme en quantité de traductions. Elle est traduite dans plus de 20 langues, ce qui est énorme. J'imagine qu'elle est traduite aussi, ici en Argentine. Mais c'est rare pour les écrivains caribéens de se faire publier, n'est-ce pas? Ils sont encore dans un ghetto, ils ont du mal à se faire publier en France. Donc, on peut parler des 3 ou 4 qui sont les plus connus, mais pour les restes, ce n'est pas un chemin facile. Mais elle a surmonté les difficultés. Et là, cette image, c'est l'image de Marcos Marin, c'est un Brésilien qui lui a rendu hommage en 2021. J'aime beaucoup cette lithographie, je pense qu'elle est très belle. Donc, c'est une opportunité de lui rendre hommage. Bon, et alors là, je commence. Donc, quels sont mes propos? Étudier le jeu des narrations par un texte épigraphe de quelques romans et récits condéens pour mettre en avant la dualité entre la vérité, c'est-à-dire vie réelle, et la fabulation, l'imagination qui peuple son univers créateur. Ça veut dire privilégier la tessiture du texte
pacte, ambiguïté, comme ligne de force du texte condéen-caribéen versus une suprématie du contenu. Donc je l'explique, je vais illustrer avec beaucoup d'exemples, mais la littérature caribéenne au Brésil, elle est très reçue ou perçue comme une littérature idéologique, comme une littérature identitaire, engagée, qui a ce dialogue avec l'histoire, mais disons qu'elle est un peu mise dans un paquet de littérature plutôt du contenu. Ça veut dire, on parle de l'esclavage, on parle de femmes, on parle des familles, on parle de la canne à sucre, on parle de la construction des villes, on parle du commerce, on parle des immigrants, mais c'est plutôt l'idée que le contenu est plus important que le discours lui-même, vous comprenez? Donc on a cette idée, on cantonne beaucoup la littérature caribéenne pour ça. On dit, voilà, c'est plutôt les contenus que les talents de l'écrivain. On fait comme si l'écrivain, comme s'il faisait un témoignage, comme s'il faisait comme un essai, comme s'il écrivait un peu ce qu'il voyait, sans un travail des discours, sans un travail des paroles, sans un travail intellectuel, de mise en page de l'idée. Et dans ma présentation aujourd'hui, j'aimerais vous montrer qu'on peut avoir tort si on se limite dans cette interprétation que le contenu est le plus important de ces littératures. Donc je vais essayer de parler aussi de la forme, non dans un contraste forme et contenu, parce que je pense que ça n'existe pas, je pense qu'ils sont mélangés, ils sont imbriqués, mais pour essayer de prouver qu'il y a un énorme travail de mise en page, de réflexion, des jeux, de pistes, de pactes avec les lecteurs, de provocations avec les lecteurs. Donc j'essaie de montrer aujourd'hui cette facette de Marie Scondé qui n'est pas la facette la plus connue. Mais je pense que c'est important, sinon on sera limité pour dire « Ah, Marie Scondé a beaucoup parlé d'Afrique. » Oui. Marie Scondé a beaucoup parlé de femmes sorcières. Oui. Mais Marie Scondé, elle a beaucoup travaillé les mots. Elle a fait des pactes avec ses lecteurs. Elle a été ironique dans ses livres. Elle a créé un univers littéraire en reliant beaucoup de livres. Donc c'est de ça que j'aimerais parler aujourd'hui parce qu'à mon avis, au moins, au Brésil, on ne parle pas beaucoup de ça. On parle beaucoup de comment elle a travaillé l'image de la femme souffrante, comment les adaptations en Afrique, comment les dictatures en Afrique, vous comprenez? Donc, j'ai l'action sur la forme, mais en pensant que la forme est très reliée au contenu, il n'est pas en détail. Et alors, une deuxième chose, observer les dialogues narratifs entre la comtesse d'histoire et les pactes romanesques dans le roman Ouatituba, sorcière noire de Salem. Voilà, c'est ça mes propos aujourd'hui. Donc, j'essaye d'avoir ces moments de présentation. Donc, je commence par les prémices, après l'étude des romans. Donc, je fais une séparation roman et récit. Étude des romans, la vie réelle et l'imagination en 5 exemples. Étude des récits, je changerai la couleur parce qu'on aura plus d'exemples dans ces domaines-là. Après, je passe à la conteuse d'histoire. Et en guise de conclusion, mon ordi en portugais, alors il a mis en portugais un avec M, pardon. En guise de conclusion et référence bibliographique. Voilà, c'est ça les parcours que je vous propose aujourd'hui. Voilà, donc pour les prémices, j'ai pris 2 morceaux de nouveaux entretiens que Marie Scondé a accordés à une femme qui s'appelle Françoise Pufaf. Marie Scondé, elle va se servir énormément des entretiens comme par texte. C'est l'écrivaine caribéenne qui va les plus se servir des entretiens. Il y a Aimé Césaire, l'immense et intellectuel martiniquais, qui a un entretien très célèbre avec Françoise Vergès, qui s'appelle « Nègre je suis, nègre je resterai ». Ça, c'est vraiment un impact. Cet entretien est publié en format livre et ça fait la révolution. Après cet entretien de Aimé Césaire, ce sont les entretiens de Marie Scondé en format livre.
ce qui n'est pas d'usage aujourd'hui. On a des entretiens, par exemple, au moment de la publication d'un livre, dans un roman, dans un hebdomadaire, de 3 à 4 questions. Mais ce qu'elle fait, c'est vraiment un long entretien en format livre, et même en 2 tomes. Parce que là, on a de nouveaux entretiens, mais il y a tout simplement entretien. Donc ça, c'est déjà une piste. Après, je vais parler plus de l'entretien, mais c'est déjà une piste de comment Maryse Condé va coudre son univers littéraire en se servant aussi des entretiens pour dire ce qu'elle veut dire de manière très perspicace pour contrarier ces textes ou pour complémenter ces textes. Ça veut dire les entretiens sont un paratexte important pour elle. Et elle ne va pas donner des réponses de manière innocente. Elle va jouer avec les réponses. Et alors, par exemple, j'ai pris 2 morceaux. Donc, le premier morceau, oui, je te l'ai déjà dit, tout roman est un peu la vie réelle imaginée et corrigée par l'imagination, mais c'est toujours un peu la vie réelle. C'est qu'il y a déjà une définition intéressante parce que c'est vie réelle imaginée et corrigée par l'imagination. Ça veut dire, c'est quoi la vie réelle? Est-ce qu'on peut avoir vie réelle sans imagination? Vous comprenez? Donc on a déjà une réponse très ambiguë. Est-ce qu'on peut penser la vie réelle sans imagination? Et après, il y a une autre question de Françoise Pufaf. Tu te révèles donc que sous un masque dans ses romans? Et elle dit, tous mes romans sont des masques. Celui-là plus qu'un autre. Ça veut dire comment elle joue avec l'idée de vie réelle, imagination et masque. Et alors, si on lit ces 2 morceaux, on se pose la question, qu'est-ce qu'elle dit finalement, Maryse Condé? Est-ce qu'elle écrit ce qu'elle pense qu'est la vérité? Est-ce qu'elle écrit une imagination à partir de la réalité? Ou est-ce qu'elle met tout simplement des masques? Bien entendu, on pense au Peau noire, masque et blanc de François Fanon. Est-ce que la littérature, ce sont des masques? Vous comprenez déjà des réponses contradictoires qu'elle nous donne. C'est ça que je trouve exceptionnel. Et j'avais essayé de voir ça dans les textes qu'elle a écrits. Parce que plus on étudie, plus on lit Maryse Condé, plus on est perdu dans ses propos. C'est ça que je trouve très très riche. C'est pas une écrivaine qui s'explique. En réalité, plus elle s'explique, plus elle nous complique la vie. Et tant que lecteur, parce qu'on dit, je ne comprends pas. Alors je reviens. Ça veut dire, je dois croire à qui? À la femme qui écrit, à la femme qui donne l'entretien, à la femme qui commente. Vous comprenez? Donc c'est ça que je pense que c'est très intéressant aussi. Penser les astuces de l'écrivaine au-delà du contenu du texte. Pour mettre ces écrivaines dans un panthéon, pour voir qu'elles sont gigantesques, qu'elles sont énormes, qu'elles ne sont pas des femmes qui font des témoignages, mais qu'elles travaillent la parole, qu'elles savent très bien ce qu'elles font. Voilà, donc là je commence la première partie, donc j'ai pris quelques romans et je vais vous montrer les débuts des romans, pas les textes proprement dit, mais les premières pages, où il y a par exemple une citation, où il y a une épigraphe, où il y a par exemple un avis au lecteur. Et je vais essayer d'explorer un peu ces informations. Donc, ça c'est un livre qui s'appelle Une saison à Riatas, un roman de 80 ans. Et alors, à l'ouverture du roman, il y a l'épigraphe une citation de Peter Handke, où elle dit « La toute-puissance de fait est telle que l'imagination n'a presque plus rien. » Donc là, on part de l'idée que les faits ils sont tellement spectaculaires dans la vie qu'on n'a même pas besoin d'imaginer, parce que la vie est déjà exceptionnelle en soi. Donc ça, c'est la première idée. La vie est exceptionnelle en soi. Et alors, à quoi bon imaginer si tout est là? C'est la première idée. Deuxième idée, c'est les romans, c'est vous.
j'ai visité la bibliothèque, j'ai vérifié qu'il est là, donc s'il vous intéresse, vous pouvez l'emprunter. En fait, c'est un long roman en 2 tomes. Là, c'est le premier tome qui s'appelle Le muraille de la Terre, des terres, pardon, mais il y a aussi l'autre tome. Alors, dans ces romans, il y a une partie au début, et alors, je dirais, où elle va mentionner quelques historiens, quelques écrivains, quelques personnes qui l'ont aidé à écrire. Donc, il y a la liste. Et attention, la deuxième ligne, c'est qu'elle dit « Grâce à eux, cette fiction ne prend pas trop de liberté avec les réels. » C'est déjà génial, parce que qu'est-ce qu'elle dit? Moi, j'ai écrit un roman historique, j'aimerais parler d'une ville dans une période historique. Et alors, pour ne pas me balader dans l'imagination, qu'est-ce que je fais? J'ai demandé la consultation des gens, des historiens, des gens qui connaissent, pour qu'ils puissent me donner des repères. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Pour faire une fiction historique, il faut quand même respecter quelques lignes, n'est-ce pas? Ça veut dire, les fictions, elles ont des contraintes. Une fiction historique, elle a toujours des contraintes. Et alors, elle ne peut pas prendre trop de liberté avec les réels. Attention, trop de liberté, mais peut-être un peu de liberté. Vous comprenez un peu les jeux qu'elle met en place, comme c'était une gradation, où elle dit, j'invente. Très nettement, quand je lis ça, je comprends. Elle cite beaucoup de personnes qui disent, pardon, j'invente, c'est mon roman, c'est ma fiction. Et c'est le travail aussi de la fiction inventée, même si je parle dans l'épisode historique, même si je parle de la vie en Afrique, qu'on peut constater comme elle est, etc. Vous comprenez? Donc ça, c'est très intéressant. Donc en 84, Ségou est l'un des romans les plus populaires de Maryse Condé, sinon les plus populaires. Au moment de sa mort, n'est-ce pas, elle est décédée en mars. C'est en mars? En avril, elle est décédée en avril. Et alors, les romans les plus cités au moment de la mort de Maryse Condé a été justement Ségou, n'est-ce pas? Qui va parler de cette longue période qu'elle a vécue. Elle a vécu autour de 12 ans en Afrique, elle a vécu en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Ghana. Elle a été même mise en prison, accusée d'être espionne. Donc elle a beaucoup vécu en Afrique, elle a vécu beaucoup de dictatures, donc elle a été professeure, donc elle connaît bien la thématique. Et alors, je voudrais juste attirer votre attention pour cette idée, pour ne pas prendre trop de liberté. Alors j'avance au fil du temps. J'arrive à l'année 2000 dans un roman qui s'appelle Silanir Kouroupé. Et alors, il y a une sorte d'avis au lecteur au début de ces romans, et je passe à la lecture. Cette histoire est inspirée d'un fait divers. À la Guadeloupe, en 1995, un bébé fut trouvé la gorge tranchée sur un tas d'ordures. Les imaginations allèrent bon train à travers le pays, la mienne comme les autres. Donc, qu'est-ce qu'elle dit aussi? Elle parle d'un fait divers qui c'était vraiment l'assassinat d'un bébé, c'est qu'elle a choqué la société par la perversité, en plus du crime, la gorge verte, etc. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit? Je pars de ça et j'invente. Je vais céder à mon imagination. Alors, elle dit en 2000 qu'elle va céder à l'imagination, mais auparavant, elle a dit que la vie, elle était déjà tellement énorme qu'il ne fallait pas inventer, parce que tout était déjà inventé. Vous comprenez ce qui est intéressant de voir? Ça veut dire que plus on la connaît, plus on dit « Qu'est-ce que tu fais, Maryse? Par quel chemin tu me mènes, Maryse? Tu mens où? Tu mens au début, tu mens maintenant, tu as toujours menti. » Vous comprenez le propos? C'est un peu ça l'idée, parce que c'est un jeu. C'est un jeu où elle dit « Je raconte la vérité, c'est un fait divers, vous pouvez les constater, c'est dans les journaux. » Mais les imaginations circulent.
des autres et la sienne. Et si je reprends l'entretien avec Françoise Buffaf, où Françoise lui demande « Tu aurais construit plutôt des vies comme celle des Tituba et des Victoires ?» Non, j'invente. Alors c'est bien, elle dit qu'elle ne reconstruit pas quand elle fait un roman à partir d'un fait historique. Elle n'est pas reconstruite, elle invente. Mais la réalité est où là? Et pour terminer cette partie, le 5e exemple, c'est la préface du roman Heureux Maconon. En fait, c'est les premiers romans de Maryse Condé. En 1976, elle avait 42 ans, c'est son début littéraire. Les romans ont un nom en langue malinque, c'est une langue africaine. Et Heureux Maconon, qui n'a fait aucun succès, qui a été un désastre. Et beaucoup de temps plus tard, elle a, disons, republié ses romans, mais elle a changé les titres. Elle a mis les titres en français, elle a traduit Heureux Maconon en français. Et qu'est-ce que ça veut dire Heureux Maconon? En attendant le bonheur. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, elle a republié les livres, observé 12 ans plus tard, en 88, et à ce moment-là, elle a rédigé une préface. Et alors, je vais lire le petit morceau de la préface que j'ai séparé pour vous. Alors, il y a « L'écrivain se reconnaît rarement à travers les éloges ou les critiques qui lui sont décernés, et les succès comme l'insuccès de ses ouvrages reposent trop souvent sur le malentendu. D'aucuns voient dans une réflexion lucide et désenchantée une tentative de glorification, d'autres dans un récit familial, un roman à clé. Ils croient se reconnaître ainsi que certains de leurs proches écrivent à la trahison. Quand cela serait, reprocher à un écrivain de trahir le réel est un non-sens, car pour lui, il n'y a de réel qu'est l'imaginaire. Et alors, on a une 3e version, ou 4e version de définition. Ça veut dire là, qu'est-ce qu'on a? Le réel égale l'imaginaire. C'est intéressant, n'est-ce pas? Et tout ça, observons que ce n'est pas les textes. Je suis dans les paratextes, je suis dans les débuts du livre avant d'accéder à l'histoire proprement dite. N'est-ce pas? Donc, comment il y a tout un jeu qui s'exprime déjà dans les premières pages, comment c'est riche, comment il y a cet univers, comment il y a un peu ces vertiges, n'est-ce pas, de Maryse Condé qui montre sa force et sa puissance sur l'écrivaine. C'est pas qu'elle a changé d'avis, hein. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, elle pensait que la réalité c'est ça et après elle a changé d'idée. C'est pas du tout, à mon avis, ce type de stratégie. À mon avis, c'est plutôt ces jeux de dire, bon, à quoi, bon, qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que c'est la littérature, qu'est-ce que c'est l'écriture, qu'est-ce que c'est le réel. Ce sont les questions majeures du monde. Pour les philosophes, pour les artistes, pour les musiciens, pour les écrivains, pour les sculpteurs, etc., etc. Et est-ce qu'on a une réponse? Mais c'est intéressant même de nous mettre dans cette contradiction qui est la traduction de la vie elle-même. Bon, alors je passe au 2e volet qui est, je vais faire un peu ce même type d'études, mais avec les récits. Et pourquoi j'ai séparé roman et récit? Alors je commence. Qu'est-ce que c'est un récit? Les récits, ce sont des textes à donner autobiographiques où l'écrivain et la maison d'édition revendiquent une information autobiographique pour le texte. N'est-ce pas? Dans quelques livres, c'est marqué sur la couverture récit, sinon dans la première page récit. Si on consulte, par exemple, la bibliographie de l'écrivain, ça sera marqué récit. Et quelle est la différence du récit et du roman? Les deux, ce sont des textes
de fiction, disons. Mais le récit, il impacte avec la vie biographique de l'écrivain. Donc, il dit au lecteur, vous allez découvrir ma vie personnelle. Je vais parler de ma mère, de mon père, de mes enfants, de mon enfance, de mon adolescence, de mon école. L'impact est celui-là. Et alors, Marie Scondé, elle a écrit 4 récits. Je vais parler de 3 récits ici. Alors, je mets les 2 couvertures et à partir du titre de ces 2 récits, alors le premier récit s'appelle « Le cœur à rire et à pleurer ». C'est un texte de 1999. C'est un texte intéressant parce que Marie Scondé, elle a perdu son fils aîné, il s'appelait Denis. Il a eu le sida, il était homosexuel, il a eu le sida. Et elle a perdu, c'était son seul fils homme, parce qu'après elle avait 4 femmes. Et ça a été une perte gigantesque parce que lui, il était écrivain aussi. Donc, imaginons pour une écrivaine avoir un fils écrivain. Et lui, il est mort. Et il est mort en 98. Et l'année suivante, Marie Scondé a commencé à faire des récits. Donc, bien sûr que c'est ma déduction en moi, elle n'a pas expliqué. Mais je pense que à partir de ce trouble, de ce deuil, elle a passé en revue sa vie, son enfance, son rôle de fille, le rapport avec sa mère qui a été un rapport très compliqué. Et alors, il y a ces titres, Le cœur à rire et à pleurer. Alors, rire et pleurer, il y a une figure de langage qui s'appelle l'oxymore. L'oxymore, ce sont les contradictions absolues comme naître et mourir, monter, descendre, rire et pleurer. Donc là, qu'est-ce que je pense que c'est fabuleux? C'est qu'elle va mettre l'oxymore qui était déjà présent dans les paratextes, dans les titres du texte. C'est comme si là, elle augmente, n'est-ce pas, les niveaux de la chose et elle dit, bon, il y a le cœur à rire et à pleurer en même temps. Et en 2012, il y aura un autre récit qui s'appelle La vie sans phare. Phare, ce sont les maquillages. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit? Je vais raconter la vraie vie. J'enlève le maquillage. Et alors, je pense, waouh, mais avant, elle dit qu'elle écrivait à partir de masques. Où sont les masques? Ils sont partis, les masques? Et j'aimerais aussi insister sur les épigraphes. Alors, les 2 récits, ils sont composés de 2 épigraphes des 2 écrivains majeurs de la littérature française. Alors, pour Le cœur à rire et à pleurer, Simone va citer Proust dans les textes Contre Sainte-Beuve. Et alors, elle cite « Ce que l'intelligence nous rend sous les noms de passé n'est pas lui. » Après, dans La vie sans phare, elle va citer Sartre qui va dire « Vivre ou écrire, il faut choisir ». Et alors, j'ai quelques pistes de lecture pour ces procédés. Donc, d'abord, elle va mettre 2 hommes de lettres classiques dans ce texte. C'est qui est intéressant parce qu'elle va, disons, se mettre dans cette ligne du temps, n'est-ce pas? Non pas comme une femme noire d'une littérature subalternisée parce que des Amériques, mais du même niveau. Elle met Proust est dans son livre, Sartre est dans son livre. Je pense qu'il y a cette connexion qu'elle essaie d'établir, qui est importante pour elle. Et en même temps, elle va créer un dialogue avec ses écrivains. Elle va faire un livre sur le passé et elle dit que ce que nous disons qui est le passé n'est pas le passé. Ça peut être une récréation du passé, une imagination du passé, une possibilité de passé, ou c'est mon passé avec l'adjectif possessif dans le sens de les passés que j'essaie d'appréhender, dont je me souviens, mais les souvenirs est déjà invention, les souvenirs est déjà manque.
Et l'autre, avec Sartre, vivre ou écrire, il faut choisir. Ce qui est une belle citation parce que si on n'y vit pas, on ne peut pas écrire. Et on ne peut pas écrire si ce n'est pas partir de la vie. N'est-ce pas? Donc, c'est une contradiction qui va inspirer tous les écrivains, qui est au centre d'une discussion même de la vie. N'est-ce pas? Et alors, je reviens à l'entretien avec Françoise Pfaff, où elle va dire avec tout le mot que face au désir de raconter les vrais, on ment. Et alors, je vais lire ce morceau. Alors, il y a la question. Dans le cœur à rire et à pleurer, il y a 2 sous-titres. Sur la couverture, on relève Souvenirs de mon enfance et par contre, au début du livre, les livres pour sous-titre Contes vrais de mon enfance. Lesquels faut-il garder à l'esprit quand on aborde la lecture du texte? Je crois qu'il y a un seul sous-titre qui est Contes vrais de mon enfance. Fatalement, en racontant sa vie, ma vie d'enfant, j'ai un peu, malgré moi, embelli, ajouté, trituré. Contes vrais, c'est une manière de dire que malgré mon désir de dire la vérité, et rien que la vérité, j'avais mis beaucoup de traits imaginaires. C'est une contradiction volontaire parce qu'on veut dire la vérité vraie, mais on ment un peu, presque malgré soi. Donc c'est une très belle réponse à Françoise Pfaff qui va, disons, mettre encore des éléments dans cette discussion. Parce que même quand elle dit c'est un conte vrai, tout ce qu'on connaît des contes, si on pense à Charles Perrault, etc., ne sont pas du tout vrais. On ne peut pas mettre l'adjectif vrai pour parler d'un conte, c'est contradictoire avec ce qui est essentiellement les contes. Et alors, quand elle essaie de s'expliquer, alors qu'est-ce qu'elle va dire? Elle a embelli, elle a ajouté, elle a trituré la vie. Mais est-ce qu'on peut écrire sans embellir, sans triturer, sans remodeler, sans refaire, sans mettre en relief quelques traits, sans oublier d'autres traits? Est-ce qu'on peut écrire de manière neutre? Est-ce qu'on peut parler de neutralité quand on écrit? Et alors ici, elle dit que c'est une contradiction volontaire parce qu'on veut dire la vérité vraie. Et ça c'est génial, vérité vraie. Parce que ce n'est pas nécessaire de dire vrai, parce que la vérité elle devrait être vraie. Alors si on pense que la vérité vraie existe, donc on peut penser à la vérité fausse. Est-ce qu'il y a une vérité fausse? Vous comprenez comment c'est riche? C'est très riche parce qu'on a un entretien qui nous aide à pénétrer dans cet univers qui est complexe et qui joue énormément avec les dualités, les oxymores, les impossibilités et qui va nous secouer tout le temps. On n'élit pas Marie Scondé pour se reposer. Dans le sens qu'il y a toujours des astuces. Bien sûr qu'on peut lire pour se reposer si on veut, mais si on veut étudier les textes, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de couches. Il y a beaucoup de couches. Et alors, mais on peut presque malgré soi. Et alors, il dit presque. Donc, il y a comme si c'était chaque mot très bien réfléchi pour créer cette contradiction. Et alors, maintenant, je vais m'attarder un peu sur l'idée de l'entretien, parce que je parle beaucoup des entretiens, parce que Marie Scondé elle-même, elle a accordé un espace énorme aux entretiens. Et elle aimait parler à la même personne, qui s'appelle Françoise Pfaff, qui est une professeure. Elle a accepté que la réunion des entretiens, la transcription des entretiens soit publiée. Elle traitait Françoise Pfaff de tu, ce qui n'est pas un peu dans l'ordre des jours pour un écrivain et un professeur.
Et alors, j'ai lu ces livres en portugais. C'est l'espace biographique de l'Argentine, n'est-ce pas? Léonore Arfouc. Je l'ai lu en portugais, mais je l'ai trouvé en espagnol. Et alors, pour vous faire plaisir, pour avoir un peu d'espagnol aussi dans la présentation, je vous mets un morceau. C'est un livre où Léonore Arfouc va étudier les genres en chrétien, qui pour Léonore Arfouc est un genre paradoxal. Et alors on comprend pourquoi Maryse Condé apprécie ces genres et pourquoi elle va accepter de donner des entretiens. Parce qu'elle a observé que les entretiens faisaient partie de cet univers de paratexte. Et alors, dans le morceau, que je ne vais pas lire parce que malheureusement je ne parle pas l'espagnol, je comprends bien, mais je ne suis pas trop capable de parler, mais il y a cette idée qu'il y a un effet paradoxal dans l'entretien. Pourquoi? Parce qu'il y a une idée de spontanéité et d'authenticité qui en réalité n'existe pas. Parce qu'un entretien, il est préparé. Il y a l'intervieweur qui va dresser une liste de questions. Il y a l'interviewé qui va répondre à ces questions de manière très cérébrale parce qu'il ne va pas « Ah, j'ai dit, je ne pouvais pas dire non ». Il est dans une situation de travail. Un écrivain, quand il accorde un entretien, il est vraiment dans une situation d'observation, d'attention. Et alors, tout ce qu'on pense que c'est la spontanéité et l'authenticité, c'est en réalité une performance de deux côtés. Même l'ambiance qui s'est créée, ah, elle s'est tue, tu vois, ah, ils sont gentils, ah, ce sont des performances. Ça veut dire que c'est comme si Maryse Condé prolongeait la performance des débuts de texte dans les entretiens. C'est ça mon propos. C'est pas de manière naïve. Elle va jouer avec cette idée de ces paradoxes d'intimité, parce que l'entretien, c'est un peu une intimité qui s'est créée. Mais c'est une intimité qui va ouvrir ses portes à une troisième personne, une quatrième personne. Ça veut dire que c'est intime, parce qu'on sait que les contenus de la conversation vont exploser, vous comprenez? Donc on peut être là autour d'un café, on peut faire semblant qu'on est en intimité et on s'est dit des confidences, mais on sait que le résultat de ça va atteindre beaucoup de monde. Donc, c'est cette idée d'un procédé, d'une performance. Dans le cas de Maryse Condé, je défends, comme chercheuse, je défends que ça va rentrer dans la création de cette spirale paradoxale de son univers littéraire. Et alors, je ne suis pas la première personne, bien entendu, à avoir observé ce procédé chez Maryse Condé. Alors, je vous cite par exemple Cécile Arnaud, qui dans un article dans la revue Relief, va formuler, disons, un concept qui s'appelle la parole oblique, et elle va dire « Les contes condéens est donc le langage en direct du vrai. Il en est de tout le masque, et ainsi fait signe vers ce qui demeure dissimulé, qu'il invite à rechercher. » Alors, ce que je trouve intéressant chez Arnaud, c'est qu'elle va dire que c'est le langage indirect du vrai. Ça n'explique rien du tout non plus, parce qu'il est le langage, qu'est-ce que c'est le langage indirect du vrai? Il y a le langage direct et indirect du vrai, mais cette idée d'une parole oblique, ça j'aime bien. Et alors, quel est l'intérêt de tout ça pour moi? C'est de penser, alors j'ai fait une liste des mots en bas, la dualité, l'ambiguïté, le double sens, la contradiction, l'oxymore, et on peut augmenter la liste, de penser comment ça fonctionne chez Maryse Condé et quelle est l'importance. À mon avis, il y a au moins deux importances de ces procédés, des styles, n'est-ce pas? Les premiers est la complexification narrative.
ce qui est fondamental pour faire sortir la littérature caribéenne d'un ghetto dans la critique littéraire qui serait les ghettos du témoignage, d'une littérature plus facile, d'une littérature identitaire, engagée, militante. Ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas engagée, militante, mais sortir un peu de ces pièges d'infériorisation de cette littérature. Pour dire, ah, c'est une femme qui écrit, c'est une femme noire qui écrit, c'est une femme noire des Amériques qui écrit. Sortir de ces ghettos et y aller dans un espace beaucoup plus complexe de littérature. Un texte qui va impliquer les lecteurs énormément, parce que le lecteur va dire « je ne comprends pas » ou « je pense avoir compris, maintenant je ne comprends plus » ou ça veut dire c'est ces jeux, ce n'est pas voir la littérature pour donner des réponses, c'est penser la littérature pour formuler des questions. Et là, Maryse Condé s'émet dans les panthéons des plus grands écrivains qui ne doivent pas forcément nous donner des réponses, mais qui doivent nous mettre dans le chemin de poser des questions. Parce que c'est la première position pour sortir d'une inertie ou d'une non-compréhension de la vie, c'est pouvoir s'efforger et se poser des questions. Et alors, je pense que quand elle fait ça, elle va expliciter comment elle est grande, comment elle comprend, comment elle sait jouer, comment elle est une intellectuelle des mots, comment elle est une femme qui va coudre des mots, qu'elle va penser les langages, etc. Donc je pense que penser et revendiquer cette complexification narrative est très importante. Notamment dans un moment, il y a le début des années 70, où il y a très peu de femmes caribéennes qui écrivent, on ne doit pas s'éloigner de ces contextes. Pour ceux qui étudient ou qui connaissent un peu plus la littérature, si je vous demande de me dire, citez s'il vous plaît, de femmes écrivaines de la Caraïbe. Je vous écoute. Ce n'est pas une question rhétorique. Alors, est-ce que vous êtes capable de me citer une femme écrivaine de la Caraïbe? Maryse Condé, oui. Non? Gisèle Binondo. Très bien, de la Guadeloupe également. D'accord. Simone Schwarzbart. Très bien. Alors, je modifie un peu ma question. Est-ce que vous êtes capable de me citer des écrivains hommes de la Caraïbe? Patrick Chamoiseau, oui. Raphaël Confiant. Par exemple, France Fanon, ça vous dit quelque chose? J'imagine que oui. Aimé Césaire, ça vous dit quelque chose? Édouard Glissant, ça vous dit quelque chose? Vous comprenez où je veux arriver? Donc, pour une femme, c'est beaucoup plus complexe. Parce qu'elle est une femme dans une époque où les femmes écrivaient beaucoup moins, où les femmes avaient beaucoup plus de difficultés de se faire accepter dans les maisons d'édition, où les femmes, comme aujourd'hui d'ailleurs, doivent avoir une vie double de s'occuper des enfants, s'occuper de la maison et d'avoir une vie littéraire. Voilà. Et l'autre, pour finir, c'est, j'ai déjà mentionné, piéger les lecteurs en invitant au jeu. Ça veut dire qu'on est un peu séduit. Si on aime ce type de procédé, on se laisse séduire. Et quand on se laisse séduire, on veut lire davantage. Donc c'est comme si Maryse Condé inventait, je ne sais pas inventer exactement, mais comme ça mettait en place un procédé pour fidéliser les lecteurs. Ça veut dire, ils vont entrer dans mon jeu, quand je publie un livre, ils vont me lire parce qu'ils veulent savoir cette fois si je mens plus ou je mens moins. Vous
comprenez ce que j'essaie de vous dire? Donc c'est ça, il y a l'idée de fidélisation qui est très importante pour quelqu'un qui a écrit une quarantaine d'ouvrages. Hein. Elle a beaucoup écrit. Hein. Elle a beaucoup écrit. Elle est la femme qui a le plus écrit en termes de quantité. Ça veut dire, elle détient tout le, comment je peux dire, tous les titres, la plus traduite, la plus étudiée, la plus publiée, la plus voilà, c'est pas? Et alors, dans La vie sans phare, je reprends ici les mots d'ouverture. Alors, La vie sans phare, c'est un livre, c'est un récit où elle va parler de sa période en Afrique. Et alors, je vais lire quelques parties. Alors, pourquoi faut-il que toute tentative de se raconter aboutisse à un fracas de demi-vérité? Pourquoi faut-il que les autobiographies ou le mémoire deviennent trop souvent des édifices de fantaisie, d'où l'expression de la simple vérité s'estompe, puis disparaît? Pourquoi l'être humain est-il tellement désireux de se peindre une existence aussi différente de celle qu'il a vécue? Attention, ce sont des questions qu'elle-même se forge en 2012 qui peuvent répondre aux questions qu'elle avait déjà formulées en 80. Donc, c'est qu'elle essaye de dire que c'est qu'on ne peut pas parler de soi sans fabuler. Et alors, elle continue. Paraphrasant donc Jean-Jacques Rousseau dans les Confessions, je déclare aujourd'hui que je vais montrer à mes semblables une femme dans toute la vérité de la nature, et cette femme sera moi. D'une certaine manière, j'ai toujours éprouvé de la passion pour la vérité. Celle qui, sur le plan privé comme public, m'a souvent desservie. Non, mais c'est impressionnant comment elle va et vient dans la thématique. Et alors, c'est comme ça, elle disait, avant, je jouais les jeux de dire vrai, mais je disais faux, et maintenant, je dis vrai. C'est là les jeux. C'est là le pacte. Ça, c'est le début du texte. Donc, c'était le pacte de narration, n'est-ce pas? Et alors, elle va parler de La vie sans phare dans l'entretien, et alors elle dit, il y a la réponse, pardon, il y a la question. Quand j'ai lu tes derniers livres, surtout La vie sans phare, cette vie aventureuse que tu as menée, on peut détruire les mythes de Marie Scondé. Mais c'est pour cela qu'il a été écrit, pour détruire les mythes en mythes et une image qui ne correspond pas tellement à la réalité. Voilà, donc elle insiste dans ses propos vertigineux, n'est-ce pas? Et alors, si on avance, on va arriver à Victoire, les saveurs et les mots. C'est un récit de 2006. C'est l'un de mes préférés parce qu'elle va inventer sa grand-mère maternelle. Donc, je vous ferai une parenthèse pour raconter rapidement parce que c'est les livres préférés, disons, des récits. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Marie Scondé, quand elle est née, sa grand-mère maternelle, qui s'appelle Victoire, elle était déjà décédée. Ça veut dire qu'elle n'a pas connu sa grand-mère. Et pendant son enfance et son adolescence, elle voyait que sa mère ne parlait pas du tout de sa grand-mère. Il y avait un silence comme un mystère à la maison. Et alors elle se disait, il y a quelque chose, c'est étrange. Et alors elle a commencé à, disons, mener une enquête. Et elle a découvert que cette femme, elle a été domestique dans la maison des Blancs, et qu'elle était cuisinière. Et que comme cuisinière, elle a eu beaucoup de talent et elle a fait beaucoup de succès à l'époque. Et alors, Marie Scondé, quand elle a découvert cela, elle a dit « Merde, ma maman ne sait pas faire la cuisine, et ma grand-mère a un talent, comment ça se fait ?» Et alors, elle a commencé à comprendre que sa mère était une négation de la grand-mère.
Mais elle, Marie Scondé, elle aime cuisiner. Elle a même un récit qui s'appelle Mes merveilles, où elle va parler de son rapport avec la cuisine. C'est une thématique majeure pour Marie Scondé. Et alors, elle aimerait découvrir les choses de cette femme, de la grand-mère, et elle a demandé à la mère, elle a demandé aux gens, à la famille. Personne ne disait rien. Et alors elle dit, ah, vous ne dites rien? D'accord, je suis écrivaine, j'invente. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une biographie de sa grand-mère qui s'appelle Victoire Les Saveurs et les mots, à partir de rien du tout qu'elle a pu découvrir, et elle a inventé une vie. Donc elle a inventé des mariages, elle a inventé des enfants, elle a inventé une vie, elle a inventé des problèmes, elle a inventé. Ça veut dire, grâce à la littérature, c'est comme si elle comblait un vide familial, qui c'est la possibilité de découvrir cette femme. Et alors, à mon avis, ça c'est le sommet de la vie de la fiction, parce qu'elle a inventé une grand-mère de papier. Et personne ne peut dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai, parce que c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est comment la littérature a saisi un manque de la vie pour le combler d'une certaine manière. Et alors, dans le début du texte, alors qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire à mes 3 filles et à mes 2 petites filles, ça veut dire à la lignée féminine qui vient de Victoire. Et alors elle va dire, je ne saurais citer tous ceux dont les écrits ont permis cette reconstitution. Donc elle parle des reconstitutions. Elle va citer quelques gens qui lui ont fourni des informations. Et après, à la même page en bas, elle dit, c'est l'épigraphe, une citation de Bernard Pangot, et elle va dire, il devient indifférent que je me souvienne ou que j'invente, que j'emprunte ou que j'imagine. Qui c'est un peu la définition de ses écrits, de ses propos, de son univers littéraire. Ça veut dire, est-ce que c'est différent pour un lecteur si j'invente, si je n'invente pas, si je revendique une invention, si je ne revendique pas? Est-ce que ça c'est vraiment important? Est-ce que ça va modifier la réception, par exemple? Est-ce que ça modifie la réception? Est-ce que quand l'écrivain dit « je » dans un texte, comment on comprend ces jeux? On comprend qu'il dit la vérité? Parce qu'il dit « je », les jeux ne peuvent pas mentir. Et alors là, c'est génial ce qu'elle fait parce qu'elle a inventé une grand-mère. Pour elle et pour tout le monde. Ça veut dire qu'elle a surmonté le silence de la famille qui était un silence sépulcral, qui était un silence très douloureux pour elle. Parce qu'en réalité, sa mère avait honte de cette mère. Parce que noir, parce que domestique, parce que pauvre, parce qu'illettrée. La mère de Marie Scondé était professeure. Son père était directeur d'école et après il en a créé une banque. Donc ils étaient des intellectuels qui étaient un peu blanchis, la peau blanchie, parce qu'ils étaient riches, parce qu'ils vivaient aussi avec beaucoup de séjours en Europe, etc. Donc ces passés serviales n'étaient pas convenables à la famille. C'est pour ça qu'on a effacé cette femme. Et alors Marie Scondé, elle dit, moi j'ai beaucoup de rapports avec ma grand-mère parce qu'on aime la cuisine. Et alors elle a inventé cette femme. Et alors pour avoir une piste théorique, j'aime beaucoup Nancy Huston. C'est une écrivaine canadienne d'Alberta. Elle est plutôt associée au Québec parce qu'elle parle français. Mais elle n'est pas du Québec, et le Québec c'est la province canadienne qui parle français, mais elle est d'une province anglophone. Nancy Huston est vivante, elle est une écrivaine qui a étudié en France, elle a fait sa dissertation de maîtrise avec Roland Barthes. Elle a été la femme de Todorov, et ils ont divorcé avant la mort de Todorov. Donc, elle n'est pas la veuve, exactement. Bon, alors, Nancy Huston, elle a un livre qui
que j'admire énormément, qui s'appelle L'espèce fabulatrice, où elle va parler de la capacité humaine de fabuler. Et que c'est ça qui fait que l'humain soit humain. Donc j'aime beaucoup penser ce dialogue de deux femmes parce que c'est ça que Maryse Condé fait également. N'est-ce pas, de penser le rapport entre écriture, entre vie et réalité, entre vie et fiction, entre fabulation. Et alors j'ai pris des morceaux de Nancy Huston pour nous. Alors elle dit, réel, ça n'existe pas pour les humains. Réelle fiction seulement, partant toujours dès lors que nous vivons dans les temps. C'est exactement ce que Maryse Condé fait, dire que le réel n'existe pas, c'est qu'il existe le réel fiction. Et elle continue. Et j'aime beaucoup cette phrase, c'est une phrase que je pense qui mérite d'être tatouée. Alors elle dit, notre mémoire est une fiction. Cela ne veut pas dire qu'elle est fausse, mais qui, sans qu'on lui demande rien, elle passe son temps à ordonner, à associer, à articuler, à sélectionner, à exclure, à oublier, c'est-à-dire à construire, c'est-à-dire à fabuler. On dit bien, raconte-moi l'histoire de la vie, de ta vie, pardon, je reprends. On dit bien, raconte-moi l'histoire de ta vie, car raconter une vie est impossible, même après l'âge de 6 ans, quand le moi, je, est là, bien installé avec ses souvenirs propres. Ça veut dire, on ne raconte pas la vie, on raconte sa vie, une version, un découpage, n'est-ce pas? Et alors, je jure de dire toute la vérité. Il nous est loisible de dire des choses vraies, mais non la vérité. Et surtout pas toutes, même au sujet de ce qui s'est passé au cours de 5 dernières minutes dans les lieux où nous nous trouvons. On ne peut la dire car elle est infinie pour rester soi. On doit en oblitérer presque tout. Donc c'est un livre critique qui a beaucoup de passages très intéressants qui nous mènent dans cette réflexion de tout ce qui est fiction. Et alors, Nancy Huston va dire, notre prénom est une fiction, notre nationalité est une fiction, notre religion est une fiction. Et alors, c'est une balade qui va nous dire que ce sont vraiment toutes des constructions, n'est-ce pas? Culturelles, bien entendu. Alors, je passe au volet la conteuse d'histoire. Et j'aimerais maintenant insister sur un roman qui est très célèbre à Maryse Condé, qui s'appelle Moi Tituba, sorcière noire de Salem, où elle va partir d'une histoire vraie, qui c'est l'histoire d'une sorcière qui s'appelle Tituba, qui a presque été assassinée dans l'épisode de la persécution aux sorcières en Salem aux États-Unis. Donc, on a dit que cette femme existait parce qu'il y a entre les témoignages de cette femme et un document dans une bibliothèque, donc ça existe. Et alors, Maryse Condé, elle a fait connaissance de ces documents et elle a commencé à faire des recherches pour découvrir qui était Tituba. Qui était cette femme qui a presque été assassinée, accusée de sorcellerie? Et elle n'a rien trouvé. Et alors, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Un roman. Comme elle avait déjà fait avec sa grand-mère. Donc, c'est elle a inventé la grand-mère et puis inventé Tituba. Donc, les prénoms existaient. L'histoire de sorcellerie, ça existait. Mais les restes, c'est les talents de l'écrivain. Et alors, je vous cite un morceau de l'histoire de Tituba. Tituba, elle va en prison. Et elle est relâchée à un moment donné. Elle n'est pas morte
à cause exactement de sorcellerie. Elle est morte pour d'autres raisons. Et quand elle est en prison, elle fait connaissance d'une femme qui s'appelle Esther. Les deux sont ensemble dans la cellule. Esther, elle est en prison accusée d'adultère. Elle est enceinte. Et elle disait à Tituba, je vais me tuer. Je ne vais pas patienter les résultats du jugement, parce que ce sont les hommes qui vont me juger, je connais déjà les résultats. Donc là, c'est toute une piste du féminisme, etc., que je ne vais pas pouvoir exploiter maintenant. Mais bon, il y a une conversation avec Esther qui je trouve très importante pour comprendre comment Marie Scondé valorise disons, l'aboutissement de la conteuse d'histoire. Donc, je vous lis ces morceaux. N'es-tu pas enceinte? Il faut vivre pour ton enfant. Ça, c'est Tituba qui parle. Parce qu'imaginons, une femme enceinte s'est suicidée, ça c'est complètement contre. Ça veut dire la manière un peu civile du monde, n'est-ce pas? C'est une barbarie dans notre imaginaire. Et alors, elle secoua fermement la tête. Alors, réponse d'Esther. Il faut simplement qu'elle meure avec moi. Je l'ai déjà préparée à cela. La nuit que nous nous entretenons. Je sais, elle nous écoute en ces moments. Elle vient de frapper à la porte de mon ventre pour attirer mon attention. Tu sais ce qu'elle désire? Que tu me racontes une histoire. Une histoire de ton pays. Tituba est de Barbados. Fais-lui plaisir, Tituba. Calant la tête contre cette douce élévation de chair, ces mornes de vie, afin que le petit être qui l'abritait fût tout près de mes lèvres, j'ai commencé de raconter un conte. Et les paroles empruntées au rituel aimé, toujours présent, vinrent illuminer notre triste enclos. Tintin bois sèche, la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Si la cour ne dort pas, alors qu'elle écoute cette histoire, mon histoire. Et alors le texte continue, mais qu'est-ce que je trouve très très beau ici? Tituba est une femme née d'un viol de sa mère, donc sa mère a été violée dans le bateau négrier, donc elle avait un père blanc qu'elle ne connaissait pas. La mère n'était pas capable de nier Tituba parce que c'était le fruit d'un vol, d'une violence. Tituba, une femme très abandonnée, très solitaire. Esther peut-être la seule amie que Tituba va pouvoir se faire dans la vie. Et dans ces moments d'amitié, en prison, il y a cette femme qui dit, Tituba, je veux t'écouter, ma fille aussi. Raconte ton histoire. Ça veut dire que dans ces moments limites de la vie, il y a une invitation pour que Tituba parle. Cette invitation, c'est la création d'une conteuse d'histoire. C'est une femme qui, pour la première fois, se voit prête à parler et, plus que ça, voit quelqu'un prêt à écouter. Parce que qui veut écouter une femme esclavagisée, noire, abandonnée, en prison, désespérée, proche de la mort? Et alors cette scène, elle commence à raconter, et il y a ici Tintin bois sèche, la cour d'or, ce sont les mots traditionnels du conteur d'histoire africain et puis caribéen. Ce sont les mots qui déclenchent la conversation avec le public. Donc il y a toujours une phrase, une réplique, une phrase, une réplique. Donc c'est comme si je disais la cour d'or, donc on peut essayer. Je vais dire la cour d'or et vous me répondez pour montrer que vous êtes réveillé et puis vous m'écoutez. Alors on y va. La cour d'or? Non, la cour de
l'histoire des Tituba, ça veut dire cette femme en disgrâce qui devient capable de parler et qui est la seule à pouvoir parler de cette manière de sa vie parce que c'est sa vie. Et alors, plus tard dans les romans, il y a un morceau, je ne vais pas lire intégralement. Alors, il y a ici, dès la fin, je vais commencer ici. Dès la fin du siècle, des pétitions circuleraient, des jugements seraient rendus, que réhabiliteraient les victimes et restitueraient à leur descendance leurs biens et leur honneur. Moi, je ne serai jamais celle-là, condamnée à jamais Tituba. Aucune biographie attentionnée et inspirée est écrite en ma vie et ses tourments. Et cette future injustice me révoltait, plus cruelle que la mort. Donc, à un moment donné, le roman lui-même va dire on doit parler des Tituba parce que personne ne va parler. Les documents ne vont pas parler. Et l'oubli, ce sera une deuxième mort. Ce sera plus cruel que la mort. Et alors, quel est le procédé de Marie Scondé? Attention, ça c'est la couverture du livre. C'est les livres, disons, l'un des plus connus. Si vous n'avez jamais lu Marie Scondé, je vous conseille de commencer par celui-là. Parce que c'est beau, c'est énorme de tomes, c'est plus fatigant. Alors, si vous êtes intéressé, là c'est ma suggestion. Moi, Tituba, sorcière noire de Salem. Attention au pacte romanesque de Marie Scondé, aux premières pages du livre. Attention, Tituba, elle a participé de l'époque de Salem, de la réception sorcière. Ça date de 1692, ça veut dire 17e siècle. D'accord? Alors, Marie Scondé, elle a publié ses livres en 1986. Et alors, elle va dire Tituba et moi, nous avons vécu en étroite intimité pendant un an. C'est au cours de nos interminables conversations qu'elle m'a dit de ces choses qu'elle n'avait confiées à personne. Ça, c'est le pacte de Condé. Ce qui est absolument invraisemblable, parce que Condé n'a pas vécu au XVIIe siècle. Elles sont séparées par 3 siècles. Mais vous comprenez comment les choses fonctionnent? Ça veut dire c'est un pacte pour dire j'ai tout inventé, mais le pacte dit elle m'a raconté. Et alors, où est la limite? Ça veut dire à quoi ça sert un pacte comme celui-là si nous lecteurs nous savons qu'il ne tient pas? Vous comprenez tous les jeux, même les pactes commencent à se défaire. Alors Tituba m'a raconté. Et quand et comment Tituba a commencé à raconter? En prison avec Esther. C'est là qu'il naît une conteuse d'histoire qui va pouvoir raconter à Marie Scondé l'histoire. Donc on a déjà une conteuse, n'est-ce pas? Des histoires multipliées par ça. C'est génial, on arrive à ces points-là, on dit comment comprendre ces pactes? Il faut être noir. Il faut quoi? Il faut être noir. Il faut être noir pour comprendre ces pactes? Ce pacte-là, oui. Oui? Oui. Ça veut dire, comme si Tituba, les douleurs, l'histoire, le passé, comme s'ils habitaient toute femme noire, c'est de ça dont vous parlez, c'est ça? Je ne sais pas si toute femme noire, mais ça fait partie de la culture africaine. Voilà, ça veut dire le passé qui est en nous, n'est-ce pas? Qui est dans le femme noire, c'est passé qui vient, n'est-ce pas? Les traditions qui sont collées à la peau, n'est-ce pas? Et alors, en guise de conclusion, donc je commence à terminer. Et alors, j'ai pris à nouveau les entretiens pour essayer d'organiser, disons, les désordres. Pour essayer d'organiser les désordres. Alors, il y a la question
Et si dans d'autres de tes romans, la fusion, les chevauchements, la surimpression entre les rêves et l'imagination des personnages du départ, et la vérité toute relative de ton univers fictionnel, sont-ils un processus stylistique propre à conserver l'attention du lecteur ou reflètent-ils tes propres questionnements existentiels quant aux notions de réalité et de vérité? Réponse de Marie Scondé. C'est la littérature qui est une quête, une recherche, une promenade entre le réel et l'imaginaire. C'est le propre de tout roman. Il n'y a pas donc une vérité, il y a des vérités? Certainement. Est-ce qu'une vérité engendrait forcément conflit, intolérance et dictature sur les esprits? Oui, mais dans mes livres, il n'y a pas une vérité, il y a des vérités, des points de vue qui se rencontrent, se chevauchent, se partagent, communient. Alors, tout est là, l'explication est là, n'est-ce pas, de comment elle comprend c'est que Françoise Pufaf va nommer des fusions, chevauchements, surimpression, etc. Voilà, donc avec ces mots, j'aimerais clore ma présentation. Je laisse aussi pour vous le référence, alors les livres de Marie Scondé. Je peux aussi rendre disponibles les diapos, c'est pas un souci, d'accord? C'est pas du tout un souci. Et je voudrais terminer avec cette image de Marie Scondé. C'est un hommage, après sa mort, à la Bibliothèque nationale de France. Donc ça, c'est la bibliothèque. Et on a mis une grande affiche avec le visage de Marie Scondé dans une cérémonie avec Emmanuel Macron, avec Richard Philcox, qui c'est son mari. Il est mari de Marie Scondé, il est un intellectuel, professeur anglais. Il est traducteur également. C'est lui qui a traduit les livres de Marie Scondé en anglais. Et c'est à lui qu'elle dédie beaucoup de livres. Et quand c'est marqué à Richard, c'est son mari. C'est son deuxième mari. N'est-ce pas? Elle s'est mariée une première fois avec Condé. Condé, c'est le nom du premier mari. C'est un mari qui vient du Mali. Donc, ils ont divorcé. Le mari a conservé le nom de famille, qui c'est son nom de plume. Et après, elle s'est mariée à Richard Philcox. Voilà donc cette image, parce que je pense qu'il y a une force, une tristesse en même temps dans cette image. Elle est émouvante, mais elle est très triste à la fois. N'est-ce pas, avec ce regard pour le bas, etc. Donc c'est une image qui les touche. Donc avec cela, je vais terminer. Et renouveler le remerciement à toute l'équipe du Centre des études francophones et des langues vivas. Vous remercier aussi pour votre présence. Bien sûr, on va ouvrir un dialogue et des questions. Mais voilà, mon propos était de montrer un côté de Marie Scondé que je n'ai pas l'habitude de voir dans les présentations que je peux accompagner. Donc, c'est plutôt des propos sur le contenu, sur comment elle va penser l'histoire, etc. Mais je pense que penser à la conception de la littérature, de l'univers, dans dialogue entre les livres, cet oxymore qu'elle a si bien exploré, je pense que c'est un chemin encore à étudier. Donc c'est ça que j'aimerais partager avec vous. Merci beaucoup. Bravo.
Ne soyez pas timides. Hein. On est entre nous ici. Hein. Si vous voulez, yo compré el español también. Yo no hablo español. Yo tengo el español de viaje y de brasileiro que inventa mucho. Ai, meu bem, vamos falar português. Ai, também falo português. Invento muchas palabras. Ahora, yo invento muchas palabras, pero yo comprendo, puedo contestar en francés, pero comprendo muy bien en español si quieren hablar o comentar o preguntar en español. Ai, yo estoy muy conmovida, llegué tarde lamentablemente porque vine de reunión. Agradezco a las chicas, a los profes que te han invitado. Creo que es urgente que empecemos a leer y a conocer literatura de otros pueblos y de otras personas que no son lo que nosotros vemos acá. Yo miro todas las caras y creo que estoy yo sola, me parece, como yo y Maris. Salut Maris. Quiero agradecer y invitar a todos los estudiantes de lenguas a que nos acerquemos a las literaturas que no son de Europa o de Estados Unidos, porque todavía estamos muy anclados. No digo que no haya que leer otras cosas, pero yo como estudiante hace 7 años de casa, para mí es un goce, es un placer, me siento representada, me siento contenida y bienvenidos a ese mundo que hay autores no solo de literatura, de ciencia, de todas las áreas posibles, lingüistas, teóricos. Abracemos a autores, no digo solamente de origen africano, pero autores que no son leídos en el mundo, sobre todo en la academia, y hay una riqueza enorme a la cual yo considero que es importante tener una mirada de cuidado, de contención y reconocer que es literatura tan buena como otras literaturas. Es eso. Estoy muy conmovida y agradecida. ¿Cómo te llamas? Vanessa. ¿También? Sí. Com dois S também. Sou brasileira de São Paulo. Você é de São Paulo, sou do Rio? Sim, eu percebi. Alors, je vais rebondir sur ce que Vanessa dit. Alors, au Brésil, en ce moment, on accompagne vraiment une augmentation de publications et de répercussions de la littérature de femmes noires. Il y a même un nom, ça s'appelle le féminisme noir. Ça peut être une grande vague au Brésil. Donc on a Conceição Evaristo, on a Jamila Ribeiro, Eliana Alves Cruz. Et il y a beaucoup de femmes qui écrivent en ce moment et qui, en réalité, écrivent depuis longtemps, mais en ce moment sont écoutées, sont commentées, sont étudiées à l'université. Et à mon avis, l'importance de Maryse Condé au Brésil. Donc Maryse Condé a 5 livres publiés, traduits en portugais brésilien. Ce qui est gigantesque parce que Patrick Chavazo, il a un livre en portugais. Simone Schwarzbart, 2 livres en portugais. Glissant a 1 livre en portugais. Ça veut dire, Maryse Condé occupe une place énorme au Brésil parce qu'aucun écrivain a eu l'opportunité de se faire traduire en portugais avec 100 ouvrages. Et à mon avis, cet intérêt que les maisons d'édition, que les publics portent sur Maryse Condé, ça vient aussi de ces moments politiques et littéraires, de compréhension, de quelques compréhensions. Alors, première compréhension, la langue française va au-delà de la France métropolitaine. On est appauvri
si on ne découvre pas cette littérature comme Vanessa dit. Donc c'est la première chose. Deuxième chose, au Brésil en ce moment, on lit de plus en plus de femmes noires. Et je pense que Marie Scondé, elle s'en sert dans ces mouvements. Par exemple, Conceição Evaristo a fait la préface de Tutuba en portugais. Conceição Evaristo est une femme de lettres immense au Brésil. Djamila Ribeiro, qui est traduite en Argentine aussi, a fait la préface de Fabuleux Destin. Les tristes et fabuleux destins d'Ivan et d'Ivana, c'est les romans, l'avant-dernier roman de Marie Scondé. Ça veut dire, les maisons d'édition commencent à mettre ensemble une femme noire brésilienne et les femmes caribéennes. Donc, ce dialogue, il est fait, il est souhaité, il est important. Et au Brésil, on est dans... Je pense que j'ai utilisé la francophonie depuis très longtemps. Parce que moi, je suis diplômée dans cette université où je travaille. Donc, j'ai eu cette formation, j'ai commencé en 2000. Je pense qu'on est dans le meilleur moment pour penser la francophonie au Brésil. N'est-ce pas? Ça veut dire sortir de cet imaginaire européen, eurocentrique, qui ne pense qu'aux hommes blancs, qui ne pense qu'aux traditions européennes et qui commence à observer ce qui se passe plus autour de nous. Donc au Brésil, il y a cette petite, grande révolution qui est en train de se mettre en place. Et je pense que Marie Scondé, elle fait partie de cela. Il y a en ce moment 15 travails universitaires sur Marie Scondé en portugais au Brésil. Ce qui est énorme si on compare avec d'autres écrivains. Moi-même, en ce moment, je dirige 3 dissertations de maîtrise sur Marie Scondé. Donc les étudiants s'intéressent énormément à cette littérature. Et c'est notre devoir comme intellectuel, comme professeur, comme étudiant, de faire circuler ces noms. N'est-ce pas? De permettre aux lecteurs d'avoir plus d'options, n'est-ce pas? Choisir ce qu'ils veulent lire et lire l'Amérique aussi. N'est-ce pas? Découvrir l'Amérique. Peut-être j'ai un peu l'impression qu'on est les Brésils, notamment parce qu'on ne parle pas l'espagnol, donc je pense qu'on est trop isolés en Amérique parce qu'on est un ghetto gigantesque qui parle portugais et qui donne un peu les dos au reste. N'est-ce pas? Vous qui parlez l'espagnol, vous êtes dans une situation différente, mais je pense qu'on ignore les Caraïbes d'une manière générale. On ne sait même pas où ça se trouve si on regarde l'hémisphère. Parce que ça n'existe même pas dans l'hémisphère. Il y aura Cuba, Jamaïque, etc. Mais Martinique et Guadeloupe, ils sont tellement petits que ça ne s'affiche même pas. Et c'est important même pour créer cette idée de comprendre l'Amérique. Je pense que c'est un travail à faire. Oui, Vanessa. Je voulais ajouter quelque chose aussi à ce que vous dites, que aussi en Afrique, il y a une quantité de gens brillants dans tous les domaines, en train d'écrire. Je suis même surprise de voir la quantité, la qualité de production intellectuelle en Afrique qu'on ignore ici. Donc, on parle du Brésil et de l'Amérique, mais j'ajoute aussi sur le continent africain aussi. Bien. Justement. Je rebondis sur la dernière partie de ce que tu disais, je reprends un peu ce que Vanessa dit aussi. Et nous avons une formation qui va débuter lundi prochain, qui s'appelle justement la francophonie américaine en classe de FLE, donc avec des perspectives littéraires, culturelles, philosophiques et historiques. Vous pouvez vous inscrire, le lien vers le formulaire d'inscription est sur nos réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, vous pouvez le chercher là. Et c'est un peu l'objectif du CEF, non? D'ouvrir à d'autres mondes francophones. Et cette année, nous avons justement l'idée de nous centrer dans notre propre territoire américain, au sens large, donc du Canada vers en passant par les Caraïbes, etc. Donc c'est un peu dans la même ligne. Est-ce qu'il y a
Vanessa. Ok, donc merci Vanessa.